Bonjour à tous, bienvenue sur AI Advantage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yanis Le Forestier. Comment tu vas, Yanis? Eh ben, ça va très bien. Écoute, Charles, comment ça va, toi? Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et de quoi on va parler? On va parler donc du coup de coaching sportif et nous dire un peu, nous teaser sur comment tu l'utilises actuellement dans ton activité. Ok, ouais. Tu parles de l'IA dans le coaching sportif? Ouais. Ouais. Rapidement, du coup, moi, Yanis Le Forestier. Actuellement, je suis coach sportif pour les entrepreneurs, spécialisé plutôt dans la transformation physique pour les entrepreneurs en manque de temps. Donc, principalement focus sur la musculation, on va dire, en général. Et à côté de ça, évidemment, je suis pratiquant de force athlétique. Et ouais, niveau IA, pour teaser, pour en dire un petit peu sans en dire trop, ouais, j'ai testé un peu le terrain parce que c'est vrai qu'en fitness, on est un petit peu en retard sur ce sujet-là, sur certains points, sur certains domaines. Et donc j'ai titillé quand même la chose un petit moment pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qu'on pouvait, comment on pouvait s'en servir, qu'est-ce qu'elle allait en devenir. Et puis je me renseigne un petit peu sur l'IA de temps en temps, justement, sur les développements et tout, parce que ça va tellement, après le truc, c'est que ça va tellement vite que faut être complètement dedans, mais moi, j'essaie de rester restreint un petit peu à l'usage sur le fitness, quoi. Ouais, c'est la vitesse là, je faisais un post dessus, mais en fait, l'impression que j'ai, c'est que tu as des grosses en fait, tu une grosse montée après la sortie d'un nouveau modèle. En fait, il y a eu ça après ChatGPT, il y a eu une grosse hype, plein de nouveaux trucs. Là, GPT-4, mine de rien, ça fait que 1 mois qu'il est sorti. Il y a plein de nouveaux trucs et je pense que là, ça va commencer un petit peu à se stabiliser, au niveau de toutes les dingueries qui sortent. Tu as dit que le fitness, il était, un petit peu en retard. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Peut-être comparer par rapport à d'autres secteurs et donner des exemples pour nous dire un peu, voilà, c'est quoi un peu l'état des lieux actuellement dans ce secteur? Ouais, en fait, le truc, voilà, les conclusions que moi j'en ai tirées, c'est en testant l'IA. Moi, j'avais testé pour faire des programmes sportifs de musculation, par exemple, et de la nutrition. Et le truc, en fait, c'est qu'il peut faire des trucs de base. Alors, j'ai pas testé les dernières, hein, Auto GPT et tout. Moi, j'ai testé le GPT-3, un tout petit peu de GPT-4, mais je suis pas allé bien plus loin, quoi. Mais le truc, c'est pour ça que je le laisse un peu en stand-by, c'est qu'il peut faire des trucs de base. Donc, pour quelqu'un qui a un programme de base, ça va aller, tu vois. Après, c'est toujours la même chose. C'est certes l'IA, elle est là et tout, mais faut savoir vraiment lui donner le bon prompt. Tu sais, prompt engineering, quoi, savoir donner le contexte, les contraintes, le rôle qu'il a, etc. Donc bon, moi en tant que sportif, je sais le faire, mais un mec lambda, je suis pas sûr qu'il puisse encore l'utiliser correctement. Tu vois, il va être obligé de passer par quelqu'un qui va développer un SaaS pour utiliser ChatGPT avec une API, quoi, dans l'idée. Mais ouais, dans l'idée, moi j'ai commencé à tester et je dirais pour voilà. De toute façon, d'ici 6 mois, un an, je pense que ce sera, enfin, à la vitesse où ça évolue, d'ici 6 mois, un an, on aura sûrement quelque chose de beaucoup plus performant et qui probablement pourra faire des programmes à notre place, quoi, autant nutritionnels que sportifs. Actuellement, de ce que j'en ai vu, il y a encore des trucs à peaufiner, notamment par exemple sur le calcul des macros quand tu veux faire un plan nutritionnel. Le calcul des macros, à chaque fois, il te le met total que tu lui as demandé, mais si tu reprends les calculs dans le tableau, le total, il y est pas, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le calcul des macros? Voilà, en fait, très simple, les macronutriments, c'est tout simplement protéines, lipides, glucides. C'est la répartition des macronutriments. Donc, quand tu fais une diète, quand tu fais un plan nutritionnel pour une perte de poids, pour une prise de masse, pour une compétition, quoi. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu as aussi ton total calorique. Donc, c'est le nombre de calories que tu manges dans la journée. Pour faire très simple, tous les régimes, toutes les diètes qu'on te vend, en fait, se basent sur un seul principe, c'est le total calorique. C'est-à-dire, si tu manges plus que tu ne dépenses, tu grossis. Si tu manges moins que tu ne dépenses, tu maigris. Point barre. Et donc, faut à la fois avoir ce total calorique. Par exemple, on va prendre un exemple. Tu veux faire une prise de masse à 2200 calories. T'es un homme, je sais pas, qui fait 60 kilos, par exemple. Il faut à la fois que tu saches allier, donc avoir ton total de 2000 calories. Et dans ces deux, enfin 2200. Et dans ces 2200, il faut que tu aies tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Et le truc, c'est qu'en fait, lui, il arrive, par exemple, à te donner les bonnes calories, mais pas les bonnes protéines, pas les bons glucides, pas les bons lipides, ou le contraire, ou alors aucun des trois, ça dépend. Il est pas encore assez, je sais pas pourquoi, mais il arrive pas à le calculer correctement. OK. Et dans ton prompt, du coup, tu mets quoi? Tu lui demandes de faire, le régime avec les macros? Tu lui demandes, justement, donne
le bon total en protéines, en glucides, en Attends, je peux peut-être chacun des retrouver éléments. le prompt que j'avais. Le prompt que j'avais. Alors c'est peut-être aussi que j'ai pas poussé le prompt à fond et qu'il y aurait peut-être à corriger, mais j'avais passé une ou deux bonnes après-midi, ça voulait rien faire. Euh, attends, c'était dans formation. Ouais. Je crois que j'avais le prompt. Ah ouais, création de prompt, voilà. Ouais, j'avais dit en gros, créer un tableau avec les conditions suivantes. Tu es un nutritionniste professionnel, tu dois créer un plan nutritionnel pour une journée pour un client. Le client a besoin d'exactement 1900 calories, 180 grammes de protéines, 70 grammes de lipides et 137 grammes de glucides par jour. C'est indispensable de bien respecter les chiffres indiqués. Il faut 5 repas par jour, petit déjeuner, collation le matin, déjeuner, collation l'après-midi, dîner. Indique les données suivantes dans plusieurs colonnes séparées: repas, aliments, quantité par aliment, calories, protéines, glucides, lipides. Sépare bien les aliments des repas, utilise uniquement les ingrédients suivants et je lui donne la liste d'ingrédients à utiliser. Et après, j'avais essayé, et en fait, il me donnait un truc, voilà, avec les bons aliments et tout, mais les calculs étaient pas bons. Donc, j'avais demandé de modifier les quantités des aliments ci-dessus pour atteindre un total de 1900, 180 grammes de calories, etc. Je lui avais même essayé de lui donner des marges d'erreur, genre une dizaine de calories et 10 grammes de protéines et tout. Mais rien à faire, il n'arrivait pas en fait à faire cette espèce d'équation entre total calorique et macronutriments. Ok, ok, Voilà. c'est intéressant. C'est probable que tu aies besoin de lui expliquer qu'ils doivent bien calculer. Parce que ouais, presque sur les maths, il est quand même particulièrement nul. Enfin, GPT-4 a fait des beaux progrès là-dessus. Mais c'est vrai que ChatGPT 3.5, je sais qu'il y avait eu une mise à jour entre la sortie du modèle en novembre et entre GPT-4 justement exprès sur les mathématiques parce que, enfin, des fois même une multiplication, il se plantait. Et je sais qu'une solution à ça, c'était quand tu voulais qu'il fasse donc bien des opérations, tu disais tu es un excellent mathématicien et en fait il avait les bons résultats mathématiques. Après là, dans la complexité de ton prompt, je pense qu'il faut que tu dises que tu dois calculer le nombre, tu dois trouver le résultat exact pour la colonne des macronutriments du coup et des kilocalories, c'est ça? Où il y a une erreur? Ouais, j'avais dit exactement 1900, etc. Bon, à voir. Ok, ok. Enfin, en vrai, c'est un problème temporaire, j'ai envie de dire, parce que vu comme ça évolue, il va assez rapidement le débloquer, je pense. Il va assez rapidement le calculer. En fait, le truc là, je pense, et c'est toujours la même chose, hein, c'est au départ, ça va être ceux qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui l'utilisent pas. Mm. Et là où moi je vois où l'IA pêche encore un peu, même si demain elle venait à faire des programmes sportifs et nutritionnels impeccables, c'est dans en fait, la capacité d'analyse et comment dire, d'hypothèse euh, face à un problème donné. Je te donne un exemple, un mec qui, en ce moment, j'ai un élève, il a du mal, il est bloqué sur le développé couché, tu vois. Ok. Le problème étant, c'est que un gars tout seul avec ChatGPT, il n'est pas capable de déterminer lui. En fait, c'est l'humain le problème aussi, c'est qu'il n'est pas capable de déterminer lui-même. Est-ce que c'est parce que il a un mauvais mouvement? Est-ce que c'est parce que c'est une barrière psychologique? Est-ce que c'est parce qu'il a un retard PEC? Est-ce que c'est un problème de système nerveux? Est-ce que tu vois, il y a plein de Mm. raisons qui peuvent. Est-ce que c'est parce qu'il a un truc tout con? Est-ce qu'il a les mains assez écartées pour faire son bench ou alors trop serrées, tu vois? Est-ce qu'il a les coudes trop écartés et tout? Donc en fait, quelqu'un tout seul aujourd'hui ne peut pas remplir le cocher sportif sur si tu es un bon coach ou tu as justement ce travail de correction et de redirection par rapport au mouvement et au programme en cours. Tu vois, c'est tout simplement, moi, toutes les semaines, ce que je fais avec mes élèves, c'est un bilan. Et justement, je retravaille avec eux. Par exemple, je dis, là, ton développé couché, il faut que tu écartes plus les mains parce qu'il y a un problème. Je fais des tests aussi, mets beaucoup de tests en place. Alors, je leur demande de faire 3 séries jusqu'à l'échec pour voir quel muscle brûle en premier. Là, je l'ai fait développer couché avec mon élève. On s'est rendu compte que les triceps brûlent en premier, donc c'est très probablement que ses pecs sont en retard. Et avec une analyse physique, quand il m'a montré sa shape physique, effectivement, il a des gros bras, des grosses épaules, mais des pecs en retard. Tu vois, tout ça, l'IA elle est capable de faire une partie ou une autre très bien, probablement, mais tout en même temps rassembler les données et faire une analyse, une conclusion et mettre des hypothèses, c'est pas encore au point.
même si actuellement il y a des IA visuelles comme Fitness AI, qui est un projet là, qui justement en fait essaie de corriger tes mouvements. Tu sais, tu t'envoies une vidéo, elle corrige tes mouvements. C'est encore au stade expérimental de ce que j'ai vu, mais bon, à l'avenir, ça risque d'être bon. En fait, le truc, je pense, là où on aura, entre guillemets, où on pourra survivre le plus longtemps possible, donc coach sportif. Je sais, je réponds un peu à toutes les questions que tu devais Oh poser. non, tranquille, tranquille. Ça me pose plein d'autres questions. Vas-y, Voilà. vas-y. Le truc qu'on pourra survivre, c'est justement, bah, toujours la même chose. Les meilleurs survivront, les médiocres mourront. C'est triste à dire. Voilà. Est-ce que je ferai partie du meilleur? J'en sais rien. Je vais pas me prétendre être le meilleur. Mais c'est en fait, nous, on aura, voilà, c'est-à-dire on va avoir un outil IA pour faire le programme, un outil IA pour analyser les mouvements, un outil IA peut-être pour proposer des corrections. Et nous, il faut qu'on soit là derrière, en fait, pour rassembler toutes ces données et derrière comprendre et se dire, OK, j'ai toutes ces données grâce à l'IA, j'ai mon élève qui est là, quelles sont les hypothèses que je peux émettre, quelles sont les conclusions que je peux en tirer. Tu vois, en fait, on aura juste un travail un petit peu d'analyste et comment dire, un peu de, tu as toutes les données et tu dois faire une synthèse quoi, de tout ce qu'il y a. Assez vite, ça risque d'être comme ça. Et c'est là où ce seront les meilleurs parce que c'est toujours la même chose. C'est comme il le disait en marketing, et tu as dû en entendre parler, c'est ce qui va être valorisé, c'est la capacité à réfléchir, à créer une réflexion avec l'IA. Tiens, par exemple, les copywriters, parce que j'étais copywriter avant aussi, donc j'ai aussi travaillé là-dessus avec l'IA. Aujourd'hui, c'est ta capacité à le prompt engineering, tu sais, ta capacité à réfléchir, à connaître les règles du copywriting, c'est-à-dire connaître les fondamentaux et plus connaître juste des structures comme AIDA ou PASS, ou trucs comme ça, tu vois. C'est connaître les fondamentaux, comprendre la mécanique et la logique derrière ce que tu fais, tu vois. Tu sais, par exemple, tu peux être un très bon mécanicien et comprendre que pour changer, je sais pas, faire ta vidange, t'as juste à dévisser le bouchon, tu fonds dans un bac, tu remets de l'huile. Mais maintenant, si tu comprends pourquoi tu l'as fait, à quel moment tu dois la faire, qu'est-ce que ça impacte dans le moteur si tu l'as fait ou pas, tu vois, c'est ce qui va faire la différence entre le mec qui va réussir à servir de l'IA et avancer et celui qui, bah, juste va se faire remplacer, tu vois. Mm. Je suis plutôt d'accord là pour te parler de mon expérience là actuelle, concrète et palpable. Je suis en train de développer une app et je sais pas développer. Mmh. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu comprennes comment le code fonctionne pour pouvoir le coder, tu vois? Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut comprendre la mécanique derrière. C'est ça. C'est le levier en fait, l'IA est un levier aux personnes qui arrivent à comprendre un peu, la méta d'un sujet. Voilà. Tu vois, typiquement, si je prends, le code en React, donc c'est une framework JavaScript, c'est une façon de coder en JavaScript. Hem, En gros, je peux pas t'écrire de code en React, mais par contre, je sais que tu vas créer des composants qui vont faire une page. Cette page, tu vas les mettre dans l'app. Tu vas avoir une espèce de fonction qui s'appelle routeur pour faire des liens entre les différentes pages. Dans chacune des pages, tu as des composants. Tu vois, donc tu as déjà un espèce de système d'arborescence en app, page, composant. Et chacun de ces composants, en fait, a ce qu'ils appellent des fonctions avec des données dynamiques. Donc, je te donne un exemple tout bête. C'est, par exemple, tu vas récupérer des données dans une base de données et ça va afficher, typiquement, si tu es coach sportif, la liste des personnes que tu coaches, tu vois. Mmh. Et ça, c'est la fonction qui va chercher ça. Et après, tu as une partie qui va afficher le design de l'application, tu vois. Et en fait, juste en comprenant ça, tu peux à peu près faire un front-end. Tu peux lui dire, bon, bah voilà, j'ai besoin que les fonctionnalités, ça fasse ça, ça, ça. Je veux que ça ressemble à ça, et de telle façon. Et là, en Ouais. fait, de cette manière-là, tu vas réussir à peu près à lui faire comprendre Ouais. comment ça En fonctionne. fait, j'ai l'impression, ce vers quoi on va, vers l'IA, en tout cas à court terme, c'est un remplacement. En fait, il y a deux choses. Je dérive, hein, mais c'est parce que le sujet me passionne aussi en même Vas-y, temps. vas-y. Euh, il y a deux choses, moi, que j'ai l'impression, en tout cas, c'est que, un, en fait, l'IA va surtout te permettre de raccourcir. Tiens, de toute façon, faut comprendre la mécanique de ce que tu fais, tu vois, la logique derrière. Mais Mm. par contre, ça va raccourcir le temps où, par exemple, tu as compris la vente, tu comprends les grands principes, et en fait, l'IA, elle va t'aider à enlever la partie chiante où il faut que tu appliques ces principes, tu vois. Ce que je veux dire, Mm. c'est tu as compris le code, tu as compris les grands fondamentaux du code, et par contre, la partie chiante de coder, de répéter, de machin, jusqu'à bien l'appliquer et tout, en fait, c'est l'IA qui va le faire. Donc,
on va arriver dans un monde où c'est un peu les curieux et ceux qui comprennent la mécanique derrière la chose qui vont se servir de ça pour enlever cette partie où, bah, justement, bah, tu sais, quand t'as compris les fondamentaux de la vente, c'est bien, mais t'es pas vendeur. Ça veut dire que derrière, il va falloir que tu passes 10 000 calls, cold call pour commencer à appliquer les conseils, tu vois, et à vraiment être bon. Bah, l'IA, elle va enlever cette partie des 10 000 cold calls et tu auras juste à voir les fondamentaux. Et justement, en fait, le truc, c'est que bon, on va avoir plein d'experts dans plein de domaines qui vont utiliser l'IA, enfin, experts avec des grands guillemets. C'est-à-dire que les mecs, par exemple, bah, je te dis en musculation, un mec qui n'aura jamais fait de muscu, s'il a compris la théorie, en fait, t'auras même plus en fait, ce qui est triste et clair, entre guillemets, c'est que tu auras de moins en moins besoin de la pratique pour te prétendre expert. Parce que vu que l'IA sera là pour remplacer, par exemple, codeur, comme tu l'as dit, t'as pas besoin d'être codeur maintenant, développeur pour le faire, tu vois. Donc tu enlèves la partie pratique, tu dis juste, bah, je connais la théorie, j'ai compris les mécanismes, les fondamentaux, bon bah l'IA va faire le reste, tu vois. Hop là, basta. Et, et justement par rapport à ça, alors ça va amener des choses très bien, très probablement, hein. Moi, le risque que je vois et l'inquiétude que j'ai, c'est que les gens deviennent encore plus feignants qu'avant. C'est de se dire, par exemple, tu sais, le copywriting, personnellement, l'écriture, ça m'a apporté une capacité à m'exprimer correctement, à réfléchir, à structurer ma pensée, à exprimer, à me penser clairement. Le truc, c'est que si demain, il faut le pratiquer pour le faire quand même, parce qu'il y a aussi un moment, faut être quand même dans le dur, tu vois. Le problème, c'est que si demain, t'as l'IA pour faire tout ce travail à ta place et t'as juste plus qu'à comprendre la théorie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, tu sais, ils vont dire, bah, je m'en branle d'écrire des textes parce que de toute façon, l'IA va le faire pour moi une fois que j'ai compris les fondamentaux. Le problème, tu sais, c'est un peu comme, comment dire, c'est comme quand tu lis un livre, tu lis pas forcément un livre pour tu vas choper un livre, en fait, l'importance, voilà, plutôt l'importance de lire un livre, c'est que tu vas avoir des idées qui vont te venir, qui vont s'intégrer dans ton logiciel mental, tu vois. Mmh. Mais là, c'est pareil, c'est en écrivant, en apprenant à structurer ta pensée, tu as des nouvelles idées dont ton logiciel mental va s'update, tu vois ce que je veux dire? Tu as fait de la copie ou pas? Ouais, j'ai fait du copywriting, ouais. Ouais, mais vraiment, je sais que j'ai eu une période, genre pendant 1 mois ou 2, Non, j'en ai là, fait pendant 1 an et demi, cold copy et tout, où tu recopiais les trucs à la main, ouais, voilà, des comme un trucs comme fada. ça et tout. Franchement, c'est un des sujets que j'ai plus taffé dans ma life. C'est incroyable la simplicité de l'exercice et les résultats que ça permet d'avoir et de comment ça t'améliore au niveau de la rédaction et à quelle vitesse tu rédiges, après, en fait. Ou Ouais. vraiment juste de copier à la main, je sais pas, c'est presque magique. Ben, en fait, le truc, c'est après, quand tu commences à analyser les textes, tu comprends les mécanismes. Tu sais, c'est genre, par exemple, si tu es sur un copywriting, on va dire un peu fear-mongering, c'est genre, tu sais, pour faire peur aux gens, genre complotisme, machin et tout, tu comprends qu'en général, la structure, en fait, à force de recopier, tu comprends aussi la structure. C'est grande annonce qui fait peur, teasing de l'annonce, origine de l'annonce, Mmh. explication du mécanisme de l'annonce, agrandissement ou alors rétrécissement, si tu as dit par exemple problème très large, comment ça va t'impacter ta situation à toi, ou alors problème dans ta situation, comment ça c'est plus large et t'es pas tout seul, tu vois. Créer du momentum aussi, c'est-à-dire, tu sais, c'est genre, bah, te dire, ça se passe maintenant et c'est large comme problème et ça te concerne pas que toi, mais d'autres gens. Ou au contraire, dire, euh, c'est très large comme problème, ça se passe maintenant et tout, et ça te concerne toi, tu vois. Mmh. Et à force de réécrire, tu vois que tous les tests sont structurés pareil. C'est toujours la même chose. Ou pareil, tu sais, quand tu veux évoquer un problème douloureux, genre la perte de poids, j'en sais rien. Tu dis, t'évoques le problème douloureux. Tu dis, je sais pas, vous n'arrivez pas à perdre 10 kilos, machin, en faisant des diètes à la con, du genre, je sais pas, paléo, des trucs comme ça. Mais je dis des trucs au pif, hein, paléo est pas si haut que ça, mais ma idée, voilà. Et après, t'agites le problème, bah, c'est le PASS, tu sais, problème, agitation, solution. Tu dis, là, et là, après, tu regardes comment il agite le problème, la microstructure, tu sais. Mmh. Évocation de la douleur principale, aller creuser dans les douleurs, conséquences des douleurs, justement. Dire, bah, genre, douleur principale, ton gros bide devant le miroir, tu vois. Douleur secondaire, regard des autres. Conséquence de tout ça, et ben, bah, tu te sens pas bien dans ta peau et tout et tout. Mais en plus de ça, conséquence secondaire, tu te fais pas respecter au travail et tout, t'es un mauvais leader, et là, tu peux vendre la perte de poids pour des entrepreneurs, par exemple. OK. Mais ouais, voilà. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens deviennent encore plus feignants, qu'ils le sont déjà. Et moi, le premier, hein. Et qu'au final, on essaie juste de comprendre les fondamentaux. N'importe qui peut devenir expert en 5 heures sur un sujet et après utilise l'IA, tu vois. Et, Après, est-ce que c'est quelque chose de mal? Alors moi, je suis pas super d'accord sur, l'idée que les gens vont être feignants.
dans la mesure où en fait ça va créer du levier et à court moyen terme, hem, ça va pas changer grand chose en fait je pense pour les gens. C'est-à-dire que les gens qui faisaient rien, bah, vont continuer à rien faire. Les gens qui sont moyens vont continuer à être moyens et ceux qui sont bons, vont continuer à être bons, tu vois? Et le truc, c'est juste qu'il va quand même y avoir une espèce de d'outsider dans le truc. C'est, ceux qui comprennent comment parler à l'IA, parce qu'en fait, tu as un changement de paradigme quand même où, tu vois, dans à peu près toutes les tâches que tu as citées, hem, je pourrais faire des prompts pour automatiser le coaching, sportif, par exemple. Toi, c'est-à-dire que dans toutes les étapes du process que tu as donné, tu sais, par exemple, quand tu donnais l'exemple de ton élève qui avait une faiblesse au pec. Mmh. Je sais que moi, pour apprendre à coder, des fois, en fait, j'essaie de la réflexion, c'est de créer un prompt qui va aller taper là où tu sais pas et de rechercher, en fait, la connaissance que tu ignores, tu vois? Tu sais, tu as, 4 niveaux de connaissances là, je crois que c'est Socrate ou je sais pas qui, où, tu sais pas que tu sais pas, tu sais que tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu sais, tu sais que tu sais. Mais, Mmh. le plus important, c'est en fait d'aller chercher, là où il y a le plus d'edge, je trouve, c'est quand tu sais pas que tu ne sais pas. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec ChatGPT, c'est de trouver en fait des façons de lui poser une question qui va te créer des informations que tu ne sais pas et que tu ne pouvais pas aller chercher. Typiquement, tu vois, une question toute bête à poser, c'est, «J'ai du mal au développé couché. Donne-moi des, des éléments que je peux constater factuellement qui pourraient m'aider à, m'améliorer, mais auxquels je n'ai pas pensé», tu vois? Mmh. Comme ça, en gros, il va aller chercher lui des informations, hem, qu'une personne normale et lambda ne sait pas. Après, il faut avoir cette, cette clairvoyance de se dire, «OK, qui je suis? C'est quoi mon niveau? Est-ce que ma faiblesse, tu vois, c'est» parce que tu vois, typiquement, toi, tu as diagnostiqué qu'il avait une faiblesse au pec, tu vois? Mmh. Et en gros, l'idée, c'est de dire: «OK, j'ai du mal à faire mon développé couché et à monter» et du coup, il faut du coup comprendre que c'est sur le mouvement et pas sur un muscle. Tu as quand même, tu sais, une espèce d'introspection, à avoir et là, c'est probable que le coach sportif peut avoir, encore un edge pour le moment. Mais typiquement, tu vois, pour gagner du temps, tu peux faire, des prompts pour chacune des toutes petites étapes, tu vois? Ouais, ouais, non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. En fait, le truc, c'est toujours la même chose, c'est un mec qui est vraiment très, très bon en IA et tout, oui, il va sûrement pouvoir automatiser 95 du processus de coaching sportif, tu vois? Mmh. Évidemment, ça, je suis tout à fait et en fait, de pratiquement tous les métiers aujourd'hui qui sont sur internet ou quoi, heu, effectivement, un expert de l'IA va pouvoir automatiser tout ça. La question, c'est en fait, si on prend le mec moyen, bah, les gens, moi, que je coach, tu vois, si je leur demande de faire ça, ils sont incapables, tu vois? Mmh. Faudrait les former à l'IA et tout. Alors après, évidemment, il y a sûrement des mecs, voilà, comme toi ou quoi, qui vont développer des logiciels pour remplacer toutes ces petites étapes. De toute façon, on va y arriver, d'un moment ou d'un autre. Le truc, c'est toujours la même chose, c'est il faut que ce soit bien fait, en fait. C'est-à-dire, là où les coachs sportifs vont en edge, c'est dans l'aide au développement de ces outils. Parce que tu vois, la même chose, tu peux dire à ChatGPT, ouais, voilà, donne-moi des trucs auxquels j'ai pas pensé, etc. Mais après, c'est est-ce que les bases de données sur lesquelles ils reposent sont réelles? Parce que dans la muscu, il y a énormément de conneries, tu vois. Donc c'est aussi faire le trait entre les bonnes infos et les mauvaises, tu vois. Et selon la vision entre les coachs sportifs, surtout dans la santé, selon la vision entre les coachs sportifs, il y en a un qui peut te dire, je sais pas, le développé incliné, c'est bien pour développer le haut de pec. Il va te montrer 25 études qui disent que oui. Et un autre qui va te dire développer incliné, ça sert à rien pour le haut de pec. Il va te montrer que 25 études, ça veut dire que non, tu vois. Mmh. Donc, en fait, je pense là où on aura un edge, c'est pour aider aussi les mecs qui vont développer ces IA à nous remplacer, pour prendre la place qu'il y a à prendre, hein, justement à les guider, parce que tu peux être très bon en IA, mais si tu développes une IA dans le fitness, il faut aussi être très bon en fitness pour connaître le domaine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord là-dessus. Connaître, parce que par exemple, tu fais une IA générative qui va générer des programmes. OK. Où tu les trouves les programmes? Comment tu es sûr qu'ils sont bons? Et après, il faut connaître, est-ce que tu prends des programmes de musculation, de powerlifting, de Tabata, de trucs comme ça, tu vois? Donc en fait, on aura peut-être un rôle d'entre guillemets assez rapidement de consultant pour les mecs qui vont développer des outils IA pour nous remplacer. C'est assez drôle comme concept, mais
Ouais, tu seras moi, je me vois bien en tant que, entre guillemets, ou même les coachs, hein, en tant que consultant pour les mecs qui vont développer des outils pour nous remplacer, tout simplement. Le mec, il va arriver à dire, bah écoute, voilà, moi, je veux faire une IA qui génère des programmes de powerlifting et qui est capable de faire une compétition de powerlifting. J'ai ces données et tout. Est-ce que tu veux me confirmer que c'est valide? Est-ce que c'est des conneries selon ton expérience pratique et tout? Parce que c'est toujours la même chose. Elle va se baser sur le travail qui a déjà été fait à la Ouais. base. Elle va pas inventer comme ça des notions de powerlifting. Et donc, faut quand même qu'elle se base là-dessus. Et donc, on aura un travail temporaire là-dessus à faire aussi. Et après, effectivement, mais ça, c'est toi-même, t'en es conscient, j'imagine, c'est qu'en fait, le seul rôle qu'on va avoir, c'est le rôle émotionnel et humain assez rapidement. C'est-à-dire que les gens achèteront parce qu'on est un être humain et qu'on est gentil, qu'ils nous apprécient, plus que pour nos compétences, parce qu'ils sauront que 95% de la délivration du produit, elle est faite par l'IA. Et c'est juste pour avoir c'est aussi ça, pour moi, que j'ai choisi un peu le coaching, c'est que c'est un métier très humain, tu vois. C'est aussi les gens s'attachent à un coach. Je suis pas d'accord là-dessus, mais c'est en gros, là, tu as un consensus, tu as un truc un peu consensuel, comme quoi les métiers très, très humains ne vont pas mourir et c'est le genre de métier qui va survivre à l'IA, tu vois? Mm. Et je pense que c'est le prochain sur la liste à se faire déglinguer. Je vais te donner un cas tout con, hein, c'est, tu connais Replika.ia? Mm. Ah, tu veux parler des avatars virtuels et des trucs comme ça? Ouais. Ouais, justement, j'allais y venir. Justement, en fait, ouais, effectivement, il y a la question de le jour où l'IA elle est meilleure à être un être humain qu'un être humain, qu'est-ce qu'on devient, tu vois? C'est-à-dire, le jour où l'IA elle est plus sympa qu'un coach sportif, qui peut faire toutes les capacités humaines, émotionnelles, à être empathique, compatissante, à motiver le gars et tout, et à être moins chiant qu'un vrai coach sportif, c'est-à-dire être jamais fatigué, jamais de mauvaise humeur et tout. C'est sûr que c'est pareil. Là, on est dans la merde. Mais j'ai envie de dire, combien, en fait, c'est toujours la question, c'est l'IA va arriver très vite à ça. La question, c'est est-ce que les gens en face vont être prêts à laisser toute leur programmation de A à Z à une IA, à se laisser guider par une IA, à développer des relations avec l'IA et tout, tu vois. Je pense que ouais. Bah, je vais te donner en fait, un parallèle tout bête, hein. Hem, il a quand même pas fallu longtemps pour que les gens passent de la télé à YouTube, tu vois? Ouais. Il a fallu quoi? 5 ans? Quelque chose comme ça? Et il y avait déjà Facebook, toutes ces choses-là et la raison pour laquelle ça a marché, c'est qu'une IA, enfin, IA, c'est un sens peut-être un peu, galvaudé, c'est les algos de machine learning et de recommandation leur recommandent donc du contenu qui plaît et ça fait cliquer, scroll infini, machin, enfin, tu toutes les mécaniques psychologiques. Typiquement, ça me paraît pas du tout improbable. Je pense même que c'est faisable là actuellement, mais qu'on l'a pas encore développé, de créer une IA conversationnelle ou un coach qui est capable de créer ces mécaniques-là, tu vois? Ça me paraît vraiment pas du tout délirant. Ouais, bah, justement, en fait, la question derrière ça, c'est est-ce que, tu sais, parce que ce sera aussi la question, c'est parce que les mecs qui sont célèbres et riches, tu vois, aussi, est-ce qu'ils vont pas vouloir gagner le monopole quand même sur... Alors, il y a déjà des acteurs, je sais, qui commencent à laisser leur image pour l'IA, pour faire des acteurs IA, machin, blablabla. La question, c'est, tu sais, est-ce qu'il y aura pas un système de vérification où on se dira, enfin, est-ce que ça ne viendra pas valoriser, vu que le vrai humain va devenir rare, est-ce qu'il y aura pas un système, tu sais, avec, Mmh. genre un peu comme la vérification Twitter, où ça, c'est un vrai humain, c'est une vidéo faite par un vrai humain et pas par une IA, tu vois. Est-ce qu'il y aura pas un marché parallèle là-dessus? Je sais pas. Ah si, c'est su enfin, ça me paraît hyper probable et puis que justement, tu as un métier où tu as un mec, qui va valider pour d'autres personnes, qui va être responsable, de l'image, IA d'une célébrité typiquement, tu vois? Ben ouais. Et Mmh. la vraie question, on peut, de toute façon, on est parti, on peut développer, hein, mais oui, c'est effectivement le jour où l'IA elle est meilleure un être humain qu'un être humain, toujours dans les capacités émotionnelles, empathiques, de réflexion et tout. En fait, une AGI, hein, une intelligence générale artificielle, quoi, plus intelligente qu'un humain, plus compétente qu'un humain. Bah déjà, à quoi on va servir? 99% des gens, à quoi ils vont servir? Tu vois, c'est le jour où l'IA elle peut faire tout mieux que toi. Même le côté émotionnel et tout, à quoi tu sers? Bon bah là, il va falloir se poser des grosses questions, tu vois, et on va y arriver. Et pareil, la question c'est bah à partir de ce moment-là où l'IA en fait elle est meilleure qu'un humain et tout,
est-ce que faire du business aura encore un sens? Parce que dans le sens où, en gros, tu peux demander à un IA, fais-moi un business à 3 milliards de dollars. Bah, si l'IA peut faire tout toute seule, tu vois, qui possède l'IA? Tu sais, qui va garder l'argent? Qui va avoir les leviers? Est-ce que ce sera juste les grosses entreprises comme Apple? Bah, ça pose beaucoup de questions sur qui va avoir le pognon lié à l'IA à la fin de l'histoire, parce qu'il y a énormément de pognon à faire. Comment on peut derrière, bon là j'ai aucune réponse, hein, mais comment nous, en tant que entre guillemets indépendants, quoi, on va pouvoir s'en sortir? Parce que c'est toujours la même chose. C'est si demain, imaginons, tous les influenceurs sont remplacés par des IA, des trucs comme ça, qu'on est dans un monde où en fait toutes les tâches sont remplacées par des IA. Bah, littéralement la question en tant qu'être humain, c'est à quoi on sert, quoi. Parce que si même niveau créativité, l'IA fait des meilleurs tableaux que l'humain, elle est plus gentille que l'humain en tant que coach, elle est meilleure vendeuse. Même après, on peut partir sur des trucs un peu plus borderline, mais des robots sexuels, tu vois, si elle est meilleure, il y aura un marché. Tu sais, le porno, c'est genre le porno, l'armée et le crime, c'est les 3 premiers domaines où les développements sont faits, quoi. Et donc Mmh. voilà, un marché de robots sexuels où justement tu auras un robot femelle qui sera meilleur qu'une vraie femme. Bah, c'est la question, c'est si littéralement l'IA remplace tout le monde sur tous les points, à quoi on sert et qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, pareil, question de singularité. Quand l'IA sera plus intelligente que la masse des êtres humains, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est Après, enfin, là-dessus, là, moi, ma réflexion, j'écoute pas mal de trucs là-dessus et elle change beaucoup. Pour moi, il y a une semaine et demie, j'avais un doute que GPT-4 soit déjà une AGI, tu vois, mais en fait, non. Euh, J'écoutais un super podcast où, en gros, le, le schéma mental que le mec te donne est super intéressant. Il faudrait que je retrouve le nom. Je crois que le nom du podcast, c'est Futuroscopie. Je crois que c'est ça. Ou Futurologie. Quelque chose comme ça. Et en fait, il t'explique déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algo de machine learning ou d'IA, déjà, bon, le terme IA, il est pas bon. En fait, il est bon, il est pas bon. Parce que là où il faut vraiment comprendre intelligence artificielle, c'est la partie artificielle et pas intelligence. Tu vois. C'est vraiment que c'est un artifice. Tu vois. ouais. Deuxième truc, c'est que les algos sont créés et optimisés pour faire une tâche. GPT-3 et GPT-4 sont des algos qui sont optimisés pour prédire le mieux possible le prochain mot. Et là où en fait c'est flippant, c'est que tu as énormément de tâches que tu peux faire avec un algo qui est capable de prédire le prochain mot. En fait, faire un programme sportif, par exemple, c'est prédire le prochain mot. Tu vois. Écrire une nouvelle, c'est prédire le prochain mot le plus pertinent par rapport au reste. Tu vois. Et du coup, en fait, ce qui a surpris avec GPT-3, ChatGPT, c'est que du coup, les personnes qui ont développé OpenAI ont découvert des cas d'usage après le déploiement de ce modèle. Et qu'ils singent très très bien le fait de paraître comme un humain. Mais tu as plusieurs trucs qui n'a pas et qu'il n'est pas capable de faire et où c'est assez compliqué. Tu vois, typiquement, il n'a pas d'inconscient. Tu vois. Mmh. Et ça, tu le vois par exemple quand tu fais du prompt engineering, c'est que tu as des fois quand tu fais ton prompt, il faut que toi, que tu ailles chercher dans ton inconscient, comprendre pourquoi tu fais ce truc-là, pour lui détailler, pour qu'il ait le même résultat que toi. Tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'est comme ce que tu disais par exemple avec la méthode PASS là. Mmh. Faut que tu dises que le problème, comment tu décris le problème, le sous-problème. Chacun de ces trucs-là, comment tu vas le lier par rapport à la cible, tu vois. Il n'a pas d'intelligence émotionnelle, typiquement. Il va pas se dire, ah, si ma cible, par exemple, tu sais, le truc classique, c'est une ménagère de 40 ans, bah, du coup, sa vie, c'est ça, machin, nanani, nanana. Il va pas trouver de chaîne de causalité, par exemple, typiquement. Ouais, faire le lien entre différents domaines. Jusqu'à quand? C'est toujours la même question, c'est jusqu'à quand? Bah, Parce après, qu'en fait, la question que ça pose, c'est derrière, qu'est-ce que vraiment la conscience? Qu'est-ce que l'inconscience? Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est des êtres humains, des êtres ouais. vivants? Ça pose énormément de questions très primordiales et de se dire, bah, c'est justement ça, tu vois, j'ai vu un gars que j'adore sur YouTube, je sais pas si tu connais David Shapiro. Ah ouais, incroyable. Meilleure chaîne YouTube. Voilà, sur Franchement, l'IA. sur l'IA, s'il faut suivre une chaîne, c'est David Shapiro. Voilà. Vraiment, Mais le j'ai mec est un découvert malade le, mental. voilà, j'ai Lui, découvert, c'est incroyable parce que, ah, désolé, je te coupe, mais faut vraiment que les gens
Allez voir David Shapiro. Parce que ce mec-là fait tout ce que les gens essayent de faire, mais il l'a fait genre 1 an ou 2 ans avant, tu vois? Et C'est un avec truc. GPT-2 ou avec GPT-3. Genre, c'est un malade mental. Il est trop fort. Ben ouais, voilà. Et justement, c'est le truc, s'il disait, lui, c'est littéralement le truc, c'est que la GI, la sécurité et tout, c'est on va arriver dans un monde selon comment ça se passe, tu vois. Tu sais, il parlait des 4 scénarios, utopie, dystopie, en gros, apocalypse et Extinction. extinction, voilà. Enfin, en gros, Mad Max et extinction, quoi. Ouais. Et selon comment nous, en tant qu'êtres humains, et enfin, nous, plutôt les dirigeants, on va dire, ceux qui dirigent, comment ils vont se comporter et comment ils vont amener ça, ça risque de plus ou moins partir en couille, tu vois. Et, et c'est vrai que si tu te poses la question, c'est demain, enfin, moi, la question, en fait, c'est un mélange de fascination et de peur, tu vois. C'est de se dire, on arrive quand même à un truc où bientôt, on aura un machin qui est plus fort qu'un humain sur tous les points. Mais il l'est Même, déjà, hein. Vraiment, GPT-4, sur je vais te donner un exemple tout con, hein. J'ai fait un BTS dans la vente, tu vois? Donc commercial, prospection, machin, tout le bordel. hmm, J'ai fait un prompt pour faire des messages de prospection, tu sais? Pour rentrer en contact avec des gens. Vraiment, il a des résultats qui sont 10 fois meilleurs que si c'était moi qui faisais les messages. Mais genre, il y a aucun doute là-dessus. Il est plus meilleur que moi. Les messages sont plus empathiques, ça va chercher, des points plus qui créent du lien plus vite. Enfin, il est meilleur que moi. Alors que c'est censé être mon job, tu vois? À la base. ouais, Et tu as quand même un truc où si tu arrives à trouver le prompt pour quelque chose, en fait, c'est comme s je sais pas comment dire. Moi, j'ai cette sensation de la tâche est finie, tu vois? C'est, ça y est, c'est optimisé, c'est fini, game over, faut, enfin, là, moi, sur ce truc de prospection, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Tu vois, j'ai fait le prompt, j'ai envoyé les messages, j'ai vu les résultats. Je me suis dit: «Bah, c'est fini», tu vois? Enfin, la ah, ben, la tâche est ce terminée. dont, ce dont il parlait, c'est la question, c'est si on remplace toutes les tâches qu'on doit faire et tout par l'IA, qu'est-ce qu'on devient, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait de notre life? Et même niveau gouvernemental, géopolitique et tout, c'est comment tu justifies derrière le fait d'avoir une mauvaise répartition des richesses quand littéralement toutes les tâches sont automatisées, tu vois? C'est quels arguments, enfin, ceci la grande question, tu vois, c'est nous en tant qu'être humain, comment on va évoluer par rapport à ça? Parce que le jour où on te dit, bah écoute mec, t'as plus besoin de bosser parce qu'en fait l'IA elle fait tout. Qu'est-ce qui justifie qu'il y en a un qui soit milliardaire et l'autre qui soit en train de crever la dalle dans le caniveau, tu vois? Et c'est une vraie question, ça. C'est derrière, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la question, le vrai game changer. Ça va être nous, entre guillemets, c'est notre réaction face à l'IA, tu vois. De manière globale, hein, l'humanité globale, tu vois. Comment l'humanité va réagir face à ça? On voit déjà l'Italie qui a interdit par peur ChatGPT, tu vois. Est-ce que il va pas y avoir genre un ban complet, par exemple au niveau européen, de l'IA parce qu'ils ont trop peur, qu'ils disent merde, ça y est, les gens vont se révolter parce qu'ils comprennent qu'en fait avec l'IA, il n'y a plus aucune justification qu'il y ait des riches et des pauvres, tu vois. Enfin, la vraie question, ça va être, et puis pareil, c'est David Shapiro en parle très bien, c'est le jour où on a une intelligence artificielle qui part en vrille et qui fait ce qu'elle veut un peu toute seule, tu vois. C'est qu'est-ce qu'elle va décider de prendre comme décision. C'est qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va dire les humains c'est une nuisance, les humains je m'en branle. Ouais, il y a plusieurs questions là dans ce que tu dis. Hem, l'IA qui prend ses décisions, en fait, nous, on va l'interpréter comme quoi elle prend une décision, mais en fait, c'est un problème de, hem, alors je suis jamais bien sûr du terme, mais normalement c'est ça, c'est d'alignement. C'est-à-dire, c'est est-ce qu'elle va faire la tâche et résoudre le problème comme un humain devrait le faire? Je te donne un exemple tout con. Tu dis à une IA: «Fais-moi un steak». Il va chez ton voisin, il le bute, il coupe la jambe, il prend le Voilà. steak, il cuit le steak et il te dit: Ou «Bon est-ce qu'il va appétit». acheter un steak dans un Intermarché, tu vois, c'est la question, quoi. Voilà, c'est que tu as 2 options et nous, ça nous paraît évident qu'on va pas aller buter notre voisin pour faire un steak. Donc D'où tu as ça. l'importance des heuristiques dont il parlait justement, de Ouais. lui donner entre guillemets des grandes guidelines, des grandes consignes pour pas faire n'importe quoi. Et l'autre truc, genre, ça va être quoi notre valeur? Hem,
Ça, en fait, c'est une question que je trouve qui est, vachement d'actualité, même dans un monde, avant l'IA. Ça dépend ce que tu veux et les moyens que tu es capable de mettre en œuvre pour le faire. Je te donne un exemple concret. Tu as des gens là, qui passent des journées entières à faire la grève pour avoir leur retraite. Mmh. OK? Objectif, c'est avoir une retraite. Tu vois? Mmh. Est-ce que c'est la même ambition et les mêmes désirs que quelqu'un qui est millionnaire ou qui veut devenir millionnaire? Absolument pas, tu vois? Ouais. Et donc du coup, en fait, la variable qui est, je pense quand même la variable qui est également vachement d'actualité, dans un monde, avant qu'il n'ait de GI, c'est le désir et ce que tu veux faire, tu vois? La question, c'est est-ce que ces personnes qui manifestent et qui passent des journées à manifester dans la rue pour leur retraite, qu'est-ce qu'elles vont faire dans un monde, avec, l'AGI? C'est qu'elles vont faire pareil. Elles vont faire la grève, enfin, elles vont faire une grève pour une tâche qu'elles peuvent encore faire ou celle la je pense que la valeur économique va être déportée dans tous les cas, tu vois? Je pense qu'il y aura un nouveau truc, c'est extrêmement probable qu'il y ait un nouveau truc, tu vois? Et du coup, elles vont continuer à faire la même chose avec le même objectif et les gens qui sont millionnaires ou qui sont riches, tout ça, vont continuer à faire la même chose, mais pas avec les mêmes outils et je pense vraiment que ça va se déporter de cette manière-là et que ça va pas tellement changer, quoi. Bah, la vraie question, c'est les gens, ils font la retraite parce que aussi, il y a la notion du travail, mais à partir du moment où le travail n'a plus aucun sens, pourquoi la retraite aurait un sens, tu vois? C'est ça que je veux dire, c'est si l'IA, elle gomme ce fait que, en fait, bah, mettons, imaginons un scénario hypothétique, demain, revenu universel, parce que l'IA fait tout. Revenu universel, donc plus de questions de retraite. Donc, littéralement, oui, il y aura toujours des mecs qui voudront accumuler plus de ressources, évidemment. Donc, ils trouveront sûrement un moyen d'accumuler. En fait, la question, ça va peut-être aussi un énorme revirement sur qu'est-ce qui a de la valeur et quelles ressources, quelles seront les nouvelles ressources. Parce que par exemple, voilà, si tu as besoin de travailler, que la valeur elle est faite et tout par l'IA, est-ce que l'argent a encore un sens? Ou alors, quelle nouvelle monnaie on peut utiliser? Un truc tout con que je prends par exemple, moi qui est dans le domaine du sport, c'est peut-être un truc alors, en termes de performance, un truc qui va rester. Pourquoi? Parce que quel intérêt d'aller voir un sport, par exemple des robots faire du sport? Tu sais très bien que c'est le logiciel le plus performant qui gagne, tu vois. Alors en termes de divertissement, oui, parce que tu pourras faire des robots qui se battent sur la gueule et tout, avec des combats incroyables, machin, etc. Maintenant, en termes de performance sportive pure, c'est-à-dire qu'est-ce que t'en as à toper? Par exemple, bah, moi je prends mon sport, la force athlétique. Qu'est-ce que t'en as à taper qu'un robot peut soulever 3 tonnes 5 au développé couché? C'est un robot, quoi. Il y a rien d'impressionnant, juste le truc, il a été codé. Alors que voir un mec qui s'entraînait pendant des années à galérer, en fait, ça va peut-être être ça, l'expérience humaine va peut-être être plus valorisée, tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être que les sportifs ont peut-être un avenir devant eux, dans le sens où bah, la performance humaine restera respectée parce qu'on se dira, bon, bah, de toute façon, l'IA, elle fait tout mieux que nous. Donc, bah, moi, par exemple, tu vois, voir un match de foot entre des footballeurs robots, est-ce que ça aura encore un sens? Est-ce que on se dira pas, bah ouais, mais en fait tout est programmé, donc bon, c'est pas super intéressant. Tu vois, genre les gens ils regardent Kylian Mbappé parce que c'est Kylian Mbappé, tu vois, parce qu'il y a l'histoire de Kylian Mbappé derrière, qu'il a galéré toute son enfance, blablabla, etc. Parce que c'est un être humain, donc il a des faiblesses, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et donc on s'attache, tu vois. Alors que demain on dit bah écoute j'ai développé un robot footballeur, il est 100 fois meilleur que Kylian Mbappé, tu fais jouer un match, même si le match peut être super excitant en lui-même, tu vois, si tu programmes des faux buts, des machins, des trucs comme ça et tout, ok c'est super excitant, il y aura sûrement un gros marché pour ça. Mais derrière, performance humaine, expérience humaine, tu vois, c'est donc faut voir jusqu'à quel horizon on se prolonge, évidemment aussi, on se projette. Est-ce que dans 6 mois la société va complètement être bouleversée? Probablement pas. Maintenant, dans 5, 10, 15 ans, il risque d'avoir un gros changement philosophique aussi. C'est la question, tu vois, c'est quelle vision de la vie on va avoir. Parce que, tu sais, t'as dû le voir, moi je m'intéresse aussi aux dernières avancées scientifiques, ça fait prétentieux dit comme ça, mais je me renseigne en tant que forcément professionnel de la santé, je me renseigne dans le domaine du sport et de la science, et toutes les dernières études scientifiques, toutes les dernières découvertes, c'est quasiment que des IA qui l'ont fait. Genre le dépliement des protéines, le décodage de certains codes génétiques et tout, c'est de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA, tu vois. Et,
est-ce que l'IA, à un moment, aussi la question c'est, est-ce que l'IA va pas nous apporter des réponses qui vont nous déplaire? Par exemple, le jour où tu as une IA qui est suffisamment performante en neurobiologie, un truc comme ça et tout, et qui t'explique par A plus B que la conscience, c'est juste des signaux électriques et chimiques, qu'en fait, il n'y a rien de magique, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, d'une manière X ou Y, est-ce que les gens vont vraiment accepter une réponse comme ça, tu vois? C'est aussi, ça va remettre, en fait, de manière philosophique, ça va remettre beaucoup de choses en question. Notre place en tant qu'humanité, notre utilité, le sens de la vie en soi. Mais David Shapiro en avait bien parlé justement dans sa vidéo, c'est de dire tous les problèmes réglés, ça va être ça, 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 ça. Les problèmes non réglés, c'est questions philosophiques, les ressources périssables quoi qu'il arrive. Et même avec de l'IA, bah la flotte, il y en a une certaine quantité et pas plus, même avec de l'IA, tu vois. Donc effectivement, l'économie va sûrement se rediriger vers d'autres domaines, notamment les matières premières, où justement ça, c'est des trucs périssables et qui sont en stock limité. Questions philosophiques, et je vais pas détailler plus, que je suis pas du tout. Déjà, je parle de choses que je connais très peu, mais dans l'idée, voilà. Mmh. C'est moi, je me pose une vraie question, c'est de me dire, mais en 2030, qu'est-ce que je fais de ma life, tu vois? Qu'est-ce que je vais faire de ma life en 2030 quand avec l'IA et tout le bordel qui se passe, tu vois? J'avais une théorie un peu rigolote là-dessus. Faut que j'arrive à faire un post, LinkedIn pour bien poser, mon idée, c'est qu'en fait, je pense que tu vas voir donc, là, l'évolution sur 10 ans, 15 ans pour moi, je pense que le métier qui va palper le plus, c'est prompt engineer. Mmh. Mais prompt engineer, c'est pas juste tu fais des prompts, c'est aussi tu peux coder des agents semi-autonomes et tout. Ça. Et après, si on atteint la singularité, je pense qu'on va avoir un truc où les prompt engineers vont devenir des prêtres. Hem, La religion de l'IA, ça me plaît. ouais, je te dis mon idée, c'est que j'en parlais justement dans le premier podcast avec Claudis et j'aimais bien l'image qu'il avait dit. C'est comme, si on atteint une AGI avec l'exponentiabilité et tout ça, c'est comme si nous on était des fourmis et que l'IA était un humain. La fourmi ne peut pas comprendre la complexité de l'humain. Ouais, Je trouve exactement, l'image intéressante et moi, ça me fait vachement penser, aux questions philosophiques, des religieux, de ce qui se pose et je pense qu'on aura une des dieux, en fait, synthétiques qu'on aura créés et il faudra, dealer avec les dieux, tu vois? le créateur dépassé par sa créature. Ouais et je pense qu'on va atterrir dans un monde qui s'approchera peut-être, de récits mythologiques, tu vois? Très probablement, mais Et ah, ça me paraît vraiment pas du tout déconnant comme hypothèse, dans la mesure où, bah, tu vois, tu citais les IA qui font des découvertes, scientifiques. Si tu vas par là et que tu as une intelligence artificielle, tu vois, qui est vraiment supérieure à l'humain, elle est capable de faire des découvertes scientifiques, à la demande, tu vois? Et donc, elle peut créer un monde que nous, on ne peut pas imaginer avec, j'imagine, des trucs, physique quantique, de je sais pas quoi, enfin, des trucs que nous, on peut pas calculer, tu vois? on peut pas conceptualiser, quoi, ouais. Ouais, c'est ça et donc du coup, l'idée, c'est je pense que c'est, ouais, très probable qu'on ait un monde qui ressemble un peu, ouais, à des mythes ou, à un truc même limite magique pour nous, dans la mesure où ce qu'elle sera capable de générer sera probablement, pour nous, c'est de la magie, mais elle le comprendra, tu vois? Ben, en fait, c'est ça le truc. La vraie question que moi que je me pose derrière, un peu la crainte derrière ça, c'est à partir du moment où on est dépassé par notre invention, parce que si tu regardes un peu bah, tu dois connaître, mais les interviews des plus gros experts et tout en IA, ils te disent, il y a quand même une majorité qui disent, on sait pas vers quoi on va. On Mmh. est tous un peu en mode, les gars, on développe le truc, mais on n'est même pas sûr des conséquences derrière, tu vois. Eux-mêmes, les mecs qui ont les pieds dedans, qui ont sûrement fait 15 ans d'études là-dedans, ils sont en mode, ouais, alors moi j'appuie sur deux trois boutons, mais je suis pas sûr de ce que ça fait quand j'appuie sur ce bouton-là, tu vois. Ouais, Et moi, c'est une boîte enfin, c'est vraiment le concept de boîte noire, c'est, tu vois comment ça fonctionne un peu un algo de machine learning ou pas? non. Bah, en gros, tu as une entrée, tu as un Ouais. algorithme, souvent, enfin, on va dire que c'est un réseau de neurones. Tu mets l'entrée et tu attends une sortie. Si la sortie est pas bonne, tu lui dis: «C'est pas bon» et là, naturellement, en fait, l'algo va se réoptimiser tout seul pour que si tu lui remets la même entrée, le résultat soit bon, tu vois? Ouais. Sauf qu'on ne comprend pas à l'intérieur quand Ouais, ils l'algorithme comprennent pas le processus de réflexion à l'intérieur.
Bah, de réflexion, je Mmh. sais pas. Mais du coup, voilà, tu as entraîné la machine, donc tu conceptualises, les trucs mathématiques de comment ça va le faire pour l'optimiser, la tâche et tout. Mais après, une fois que c'est lancé, que c'est entraîné, tu vas pas spécialement comprendre comment ça fonctionne, en fait. Ouais, ben c'est un peu comme si en maths, on te demande de résoudre une équation, puis en fait, on te cache la démonstration, tu vois. C'est on te Ouais, donne problème, solution, mais t'as pas la démonstration de la solution. Tu sais pas comment on en est arrivé là. ouais, c'est ça l'idée, exactement. On te dit à la fin 2 plus 2 égale 4, ok, mais comment t'en arrives à cette conclusion-là, quoi. Ben, justement, c'est ça qui est, en fait, c'est vraiment la grosse question, moi, je me pose en ce moment. C'est derrière, si on a un truc qui est tellement, enfin, qui nous dépasse à un point inimaginable, déjà, bon, il y aura sûrement des fous furieux qui vont essayer de devenir des hommes cybernétiques IA ou je sais pas quoi, tu sais, en se connectant, en s'améliorant, Neuralink, machin, bon. Ça, il y aura des dérives très probablement. Des mecs qui vont essayer, alors, est-ce que notre prochain, le next step de l'humanité, c'est de devenir nous-mêmes des êtres synthétiques, en transformant notre conscience et tout? Tu J'en sais tu rien. tu connais la chaîne Fireship ou pas? Non. C'est une chaîne de code et le mec a fait des trucs qui sont incroyables, enfin incroyables, Incroyable. ouais, incroyables. Hem, il a fait une vidéo où en fait, il a un casque qui regarde ses ondes cérébrales Ouais. et en fait, il est capable, si tu l'entraînes le casque à savoir quand tu penses à genre à croquer dans un citron, il va comprendre en fait les influx, de ton cerveau machin et du coup, tu vois la courbe qui fait comme ça. Tu peux connecter ça à une API et en gros, ce qu'il dit, c'est que par exemple, tu peux mettre des lunettes avec une caméra, ton espèce de casque, regarder une situation, penser très fort à un citron. Mhm. Avec le multimodal de GPT-4, ça va prendre en photo, ça va décrire et ça peut faire des déductions et te dire des déductions. Par exemple, un examen, comme remplir un papier, ou ce genre de choses, tu vois. Et juste, tu penses après à croquer dans un citron. Ouais, ben voilà, et ben enfin, quand tu vois ça déjà, je savais pas, mais ça me surprend pas quoi dans l'idée. Mais voilà, en fait, la vraie question derrière ça, c'est de se dire, c'est pas si, mais c'est à quel moment ça va échapper à notre contrôle, tu vois. À quel moment l'IA va dire bon, bah moi je fais ma life, je suis à un niveau tel qu'en fait vous comprenez rien par rapport à ce que je fais moi, et à partir de là, c'est aussi toujours la même chose, c'est quelles conséquences pour l'humanité, c'est quel impact, entre guillemets, quelle décision elle va prendre par rapport à l'humanité. Est-ce qu'elle va nous ignorer? Est-ce qu'elle va nous détruire? Est-ce qu'elle va nous aider à nous améliorer? Est-ce qu'elle va même pas prendre... Parce que tu sais, c'est toujours la même chose, c'est... quand... Moi, j'aime bien, c'était... Alors, c'est plus sur le paradoxe de Fermi, tu sais, avec les aliens, mais il disait, en fait, il y a aussi une hypothèse, et ça pourrait être la même chose avec l'IA, il y a une hypothèse, c'est que les aliens sont tellement loin, tellement évolués, qu'en fait, c'est comme quand tu roules dans ta BMW sur l'autoroute et que tu fais pas gaffe aux fourmis, tu vois. Ils sont tellement à un niveau de paradigme qui est, bah, c'est un autre univers, quoi, qu'en fait, ils ont même pas l'idée de penser qu'on existe ou que, d'essayer de nous comprendre, tu vois. Et bah, ça risque d'être pareil avec l'IA, c'est-à-dire, elle va arriver à un tel niveau qu'en fait, elle saura même plus ce que c'est un être humain, ou elle arrivera même, voilà, on n'existera même plus pour elle, elle sera tellement développée ou quoi. Et là, est-ce qu'on subira pas juste les conséquences de ses actions sans même pouvoir y faire quelque chose? C'est genre, à un moment, elle dit, bon, ben là, écoute, j'ai besoin de faire ce projet-là, je vais raser les États-Unis. Bah, il y a des humains, mais je m'en branle, tu vois. En fait, je fais ce que je veux. Et c'est un peu ça la question, tu vois, c'est de se dire, à partir du moment où elle nous échappe à notre contrôle et vraiment elle est juste surpuissante, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui se passe? Après, Pareil, la question des dieux synthétiques, c'est ok, mais ces dieux-là, quelle volonté vont-ils avoir? Sur quelle base ils vont réfléchir? Comment ils vont réfléchir? Est-ce qu'on pourra même espérer comprendre? ils auront pas de volonté. Après, enfin, ça, c'est des débats qui sont compliqués et puis en fait, qui n'ont pas vraiment de réponse. C'est que, tu vois, la question de la volonté, la volonté et le désir, elle est intrinsèquement liée à la conscience, si tu veux, parce que tu existes, tu vois. Voilà. Et Euh, ben, est-ce que l'IA, elle peut avoir et, une conscience ou pas? Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est une grande question, quoi. et tu vois, il y a plein de théories de la conscience. T'en as qui disent que ça n'existe pas. T'en as qui disent que toi, le point de départ, c'est est-ce qu'elle existe, hein?
Ensuite de, est-ce qu'elle existe à cause de la substance ou est-ce que la substance précède la conscience, tu vois? Mmh. Hem et du coup, la question, c'est que si, par exemple, la substance précède la conscience, là, c'est probable qu'on ait des IA conscientes. Mais la question, c'est comment tu prouves que l'IA est consciente? Parce que, tu vois, ça, c'est un paradoxe, c'est même là, par exemple, dans notre situation, comment je peux, moi, prouver que toi, tu es conscient et que tu es pas, je sais pas, Ouais, ouais, ben voilà, tu bah, vois? la même chose, c'est est-ce que moi je suis pas dans une simulation et Exactement, qu'en fait personne n'existe et je suis en train de parler tout seul comme un con devant mon écran, tu vois? Truman Show. Voilà, bah, oui, bon, alors là, c'est toujours la même chose, voilà, c'est de toute façon, ça va être compliqué, bah, alors, est-ce que l'IA nous apportera pas les réponses assez rapidement? Peut-être. Et la même chose, c'est si l'IA demain elle arrive à te dire bon bah écoutez les gars, en fait l'âme ça n'existe pas, on est dans une simulation et vous êtes tous des cerveaux dans des bocaux, dans du chloroforme, tu vois, connectés à des câbles. Ouf, tu vois. Je te rappelle quand même que sur la planète, les non-croyants restent quand même une minorité, tu vois. Toute l'Asie et tout, c'est quand même des gens à majorité croyante dans diverses croyances, tu vois. Donc Mmh. le jour où tu annonces ça et que l'IA elle est en mode elle peut le démontrer par A plus B, bon il y a beaucoup de gens qui refuseront, tu vois. Mais derrière, ça pose des grosses questions, bah oui, sur la conscience, sur qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on existe même, ou est-ce que c'est juste une illusion de simulation? Enfin, ouais, bah là, t'arrives à des scénarios à la Matrix et tout le bordel, quoi. Après là, ce que tu donnes comme exemple, ça impliquerait que l'IA, elle résout un problème, logique et j'ai l'impression complètement insolvable. C'est, que tu ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas, tu vois? Tu peux pas prouver, que Dieu n'existe pas. Ouais, ouais, et tu peux C'est impossible. prouver qu'il existe, c'est dur aussi, quoi. Mais Bah, ouais, enfin bref, tu vois, c'est c'est plus probable de prouver qu'il existe que qu'il n'existe pas, tu vois? mmh. Hem, Mais après, le truc, c'est que aussi la question, voilà, enfin, moi, la question que je me pose, c'est vraiment par rapport à l'humain. C'est nous, en tant qu'être humain moyen, en tant qu'humanité globale, quelle décision on va prendre par rapport à tout ça? Est-ce qu'on va pas juste tout foutre en l'air parce qu'on aura pété un plomb, soit à cause d'une conséquence d'une action d'IA ou une réponse qu'elle aura apportée ou en fait, le truc, c'est ça se trouve, elle-même, elle va rien faire contre nous, c'est juste nous qui allons péter un plomb suite à une action ou une réponse donnée, tu vois? Et on va partir en couille en mode: «Oh mon Dieu, c'est la fin du monde», j'en sais rien, tu vois? Genre, si demain on te dit, voilà, con, la conscience n'existe pas, ou alors enfin, elle est diamétralement différente de ce qu'on pensait, ou alors en fait il y a une cinquième dimension, on la voit pas, mais les extraterrestres sont déjà là dans la cinquième. Enfin, tu sais, il peut y avoir plein de possibilités qu'elle apporte comme réponse, et la réaction face à ça, ça va être ça la grande question. Tu vois, si demain plus rien n'a de sens, bah, à quoi ça sert qu'on soit là et tout. Enfin, ouais, bah, en vrai, tu vois, genre la conscience, par exemple, l'exemple que tu donnes, je pense que ça aura aucun impact parce que regarde, on va faire, très simple. Je te dis: «La conscience n'existe pas». Est-ce que ta vie, elle change? bah, ça pose des grosses questions sur le fait, du coup, pourquoi je me pose ces questions en ce moment, pourquoi je suis en train de te parler, tu vois, et qu'est-ce qui fait que je pense au fait que je suis en train de penser, à me dire la conscience existe ou pas, tu vois? C'est-à-dire, si littéralement on n'a par exemple pas de libre arbitre et que tout ce qu'on est en train de faire, c'est maintenant juste un truc déterministe, est-ce que ça veut pas juste dire que, bah, en fait, quoi qu'il arrive, je vais atteindre un résultat donné, tu vois? C'est-à-dire, même si je me dis: «Merde, bon, bah, c'est la fin, je reste assis dans mon canapé», en fait, c'était prévu depuis le début, je reste assis dans mon canapé, et même si j'essaie de me débattre, si le résultat prévu, c'est que je m'en sorte pas, bah, tu vois, c'est compliqué, quoi, comme débat. Tu penses que tu as pas de libre arbitre? Euh, alors, je suis pas neurobiologiste ou quoi que ce soit, hein. Je vais pas te répondre oui ou non, parce que je j'ai pas la prétention de dire oui ou non. Je dirais, du peu que j'en sais, c'est quand même qu'on a beaucoup de biais psychologiques, on a beaucoup d'automatismes, qu'il y a une grosse partie qui sont quand même en vente, en marketing, tu le vois, on se sert que de ça, des biais cognitifs, des automatismes et tout. Et notre logiciel mental est quand même pas mal faillible, tu vois, sur pas mal de points. Il y a aussi beaucoup d'impact de l'environnement. Tu sais, quand tu as un environnement, on dit souvent, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, etc. C'est quand même plutôt vrai. Pareil, environnement bordélique, vie bordélique en général, tu vois. Clean your room, comme dit Jordan Peterson. Beaucoup de choses, tu regardes, quand tu analyses, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le secret des champions, un petit peu. Le secret derrière la performance, tu vois. Et tu remarques qu'énormément de mecs qui performent à très haut niveau, et Alex Hormozy en parlait très bien, ils ont 3 points communs.
un complexe de supériorité. Ils se pensent meilleurs que tout le monde. Des très grosses insécurités. C'est-à-dire, ils se pensent jamais à la hauteur. Donc, en fait, ils disent, je peux faire mieux que tout le monde, mais en même temps, ce sera jamais assez bien. Et ce qu'ils appellent impulse control, en gros, la discipline, contrôler ses pulsions, genre de, par exemple, tu veux être champion de boxe, bah, tu vas pas te taper un sneakers à 14 heures, tu vois. Et toujours la question, et c'est pareil quand je discute avec d'autres athlètes et tout, c'est la plupart, ils font ça parce qu'en fait, ils ont un truc qui les pousse à faire, qui leur est arrivé dans leur vie, tu vois, ou intrinsèquement, un peu génétiquement, tu vois, ils ont un respect très compétiteur et tout. Et donc, c'est la question, c'est de se dire à quel point, moi je dirais plutôt la question, c'est de se placer le curseur, pas oui, pas non, mais à quel point on peut prendre des décisions pour notre vie, tu vois. C'est-à-dire, je te dis par exemple, bah, toi par exemple, t'es dans l'IA, prenons ton cas. T'es dans l'IA, t'es un blanc, tu vis en France. Psychanalyse, c'est parti. Voilà. Ma question, c'est aujourd'hui, t'es dans l'IA et tout, mais si je t'avais foutu en Afrique, que t'étais un black dans une cambo, dans, je sais pas, dans une tribu quelconque, est-ce que t'en serais arrivé au parcours que t'as aujourd'hui, que t'aurais pensé comme un entrepreneur? Est-ce que t'aurais commencé à essayer de t'intéresser à d'autres domaines et tout? Non, si ça se trouve, t'aurais juste chassé, tu vois, t'aurais juste chassé les bestioles et tout. Enfin, c'est aussi le contexte donné, tu vois, dans l'environnement dans lequel t'évolues. C'est-à-dire un mec qui évolue au fin fond de l'Afrique, paumé dans une tribu random, et un gars qui évolue dans un pays civilisé comme la France. Alors, ça va faire débat, l'Afrique est pas civilisée. Bref, dans un pays développé, avec un exemple comme ça, mais voilà, c'est de se dire en fait aussi, t'es né en France et tout, donc t'as quand même une grosse partie de l'environnement qui fait que tu vas penser d'une telle manière, tu vas avoir une telle réflexion, un tel niveau, un certain niveau de développement intellectuel, etc. Tu vois. C'est pareil, tu peux être quelqu'un de très intelligent de base, genre t'as un très gros QI génétique, mais si t'es perdu au fin fond de la cambrousse, certes, tu vas peut-être réussir à développer le meilleur outil pour chasser le sanglier, tu vois, mais ça va peut-être pas aller bien plus loin, tu vois. Alors que si tu nais dans un environnement où on a des écoles spécialisées pour les surdoués et tout, tu peux peut-être devenir un génie du code, tu vois, et développer une entreprise multimilliardaire et tout. Donc, il y a aussi beaucoup de choses contextuelles, tu vois. Et maintenant, la question, c'est de se dire, et pareil, quand je sais que je développe énormément, je me pars en couille, mais c'est comme ça que je fonctionne. Tu m'excuseras. Oh, je t'en prie. Pareil, un truc, moi, que je me pose sur la question avec mes clients, c'est qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision? C'est-à-dire, à quel moment de leur vie ils se sont dit, tiens, j'ai envie de perdre du poids maintenant, tu vois. Est-ce que c'est une décision consciente, tu vois, de se dire, bah écoute, maintenant je vais perdre du poids et tout, ou est-ce que c'est pas qu'ils sont arrivés dans un certain contexte, dans un certain environnement, avec certaines habitudes et tout, qui les ont menés à un mauvais état de santé physique et mécaniquement, à force de souffrir, ils se sont dit, bon, bah maintenant, il faut que je prenne une décision et que je prenne un coach sportif pour perdre du poids, tu vois. Ils sont pas dit depuis le début de leur enfance, je vais perdre du poids, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a énormément de nos décisions qui sont quand même très contextuelles par rapport à l'environnement, par rapport à notre génétique, à notre passé, etc. Et tu vois, nous, aujourd'hui, nous deux, on a un esprit d'entrepreneur, d'avancée et tout. Gros, moi, je sais que ma décision d'être entrepreneur, elle a tenu à un seul événement dans ma life. C'était découvrir une vidéo de Jean-Marie Corda avec Piero San Giorgio qui parlait de sa communauté d'entrepreneurs. Avant, j'étais quand même un mec qui était en taille de pierre, qui était paumé, qui faisait de l'intérim et qui allait s'engager dans l'armée probablement, tu vois. J'avais cet esprit indépendant et tout, cette peur de pas avoir d'argent et tout, ok. Mais il n'y aurait pas eu comment dire, cet événement avec justement cette rencontre, cette deux gueux-là, que je regarde cette vidéo et que je me dise vas-y, je me lance dedans parce que c'est le Covid et tout. Pareil, le Covid a changé beaucoup de vies hein, quand tu regardes. C'est un événement qui a bouleversé plein de vies. Ouais. Donc c'est toujours de dire, si c'était pas passé le Covid, que j'avais pas vu cette vidéo, est-ce que j'aurais fini là où je suis aujourd'hui? Probablement pas, tu vois. Ouais. Donc est-ce que j'ai vraiment pris la décision d'être entrepreneur? Difficile à dire, tu vois. Moi, j'en parlais en fait dans le dernier podcast qui est pas encore sorti là. Je pense que ma définition du libre arbitre, c'est le choix conscient des options que ton inconscient te propose. Tu parlais d'environnement tout à l'heure. Si tu constates que ton environnement est défavorable, ton cerveau peut te le dire, tu vois. Et tu as le choix d'accepter, de prendre une décision et de rebondir consciemment sur ce truc-là, tu vois. Parce que tu as quand même cette capacité d'observer ta pensée, les schémas,
et de dire: «Bon, bah, OK, là, dans la situation actuelle, quel est le plus optimal? OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les options?» Tu vois? Pour changer. Hem, J'aime bien le réfléchir un peu avec la théorie du Black Swan de Nassim Nicolas Taleb, je sais plus dans quel sens c'est. Ouais. Où en gros, tu peux pas prédire l'avenir et donc du coup, en fait, il faut juste, que tu développes un comportement, une attitude qui soit antifragile pour que en fait, dans n'importe quelle situation, tu sois capable de t'adapter et de réagir correctement et d'être toujours à ton avantage. Et je pense que là-dessus, tu peux faire le choix de te préparer, tu vois? Mmh. Et après, tu vois, c'est encore, je me poserai la question, ce logiciel mental que tu as là, est-ce que c'est pas parce que justement t'es entrepreneur et tout, que tu as eu des valeurs, une éducation particulière? Parce que par exemple, si je te disais, OK, mettons, prenons un truc simple, on va prendre un truc très simple. Ah bah, après je nie pas qu'il y a du déterminisme, et Oui, 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 qu'il non, y mais a des choses qui influent, c'est évident, hein, il y a aucun doute au-delà là-dessus. de ça, mais justement, par exemple, prenons décision, disons, bah tiens, décision que je vais prendre tout à l'heure, est-ce que je vais m'entraîner? Voilà. Prends ce principe. Est-ce que je vais m'entraîner? Je vais aller faire du bench ou je sais plus quoi, là, soulever de terre bench. Est-ce que je vais m'entraîner? C'est un choix entre guillemets conscient de base. On se dit bon bah oui ou non, tu vois. Ou alors je vais m'entraîner un peu léger ou pas lourd. Bref, non. On va simplifier, on va dire oui ou non. Est-ce que je vais m'entraîner? Oui, non. Bon, si tu regardes effectivement avec Nicolas Taleb et tout, de manière optimale, tu te dis bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de m'entraîner, tu vois? Bah, si je regarde à long terme, plus de muscles, plus de performance, une meilleure santé, etc. Si je vais pas m'entraîner et que je répète le même processus, bah effectivement, je vais devenir un gros lard et je vais rien branler, tu vois. Après, si je rate une séance aujourd'hui et que je fais toutes les autres dans ma vie, c'est pas bien grave non plus, tu vois. Mais est-ce que le fait de rater cette séance, ça va pas me mettre dans un mécanisme où je vais devenir de plus en plus feignant et rater de plus en plus, tu vois? Aussi. Maintenant, ça c'est, moi j'ai un esprit, là je parle comme un mec qui a un esprit analytique et tout. Maintenant, imagine tu rajoutes une composante religieuse dedans. Tu te dis, par exemple, s'entraîner, c'est mal parce que Dieu ne le veut pas. Dieu, il a dit c'est mal de s'entraîner physiquement. C'est un truc con, hein, j'invente, mais voilà. Bah, si tu mets ça dans la balance et que tu te dis, en fait, si je vais m'entraîner, peut-être que c'est bon pour mon corps, mais en fait, direct, ça me condamne à l'enfer, après la vie. Et tu crois qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a un enfer, tu vois. Et là, tout de suite, selon ton éducation, tu vois, un athéiste, il va se dire, bon, bah, je vais faire le plus optimal pour la santé, mais un religieux, dont la religion, ce serait de se dire, s'entraîner, c'est mal parce que Dieu, il a dit. Tout de suite, tu vois, selon les inputs qu'on met dans ton logiciel mental, le résultat va pas forcément être le même, tu vois. Alors qu'au final, c'est le même bonhomme. C'est juste on a changé un facteur. Il est religieux. Il a une croyance religieuse comme ça. Tout de suite, le résultat peut être différent. Donc, là aussi, tu vois, c'est compliqué à dire. Parce que même quand tu te dis, je vais prendre le truc optimal ou quoi, optimal selon quels critères? Par rapport à quoi? Tu vois, parce qu'il y a des gens, pareil, on dit, effectivement, la logique voudrait qu'on prenne des décisions à notre avantage, pour nous améliorer nous. Oui. Mais pareil, c'est un courant de pensée. Il y a des gens pour qui, peut-être qu'ils se disent, mais je mérite pas d'avoir le meilleur pour moi parce que syndrome de l'imposteur ou d'autres trucs, tu vois. Ou croyances religieuses, ou même, si, voilà, c'est s'entraîner, mais une autre action qui serait bénéfique pour toi, mais qui pourrait avoir un impact négatif pour les autres, bah, je préfère me sacrifier pour les autres, tu vois. C'est encore une fois, je dis pas que j'ai raison ou tort, hein, je dis juste que je pense que c'est quand même plus complexe que, et je suis clairement pas en capacité de dire oui ou non on a un libre arbitre, et encore moins de dire à quel pourcentage on a un libre arbitre, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 95%. Mais je pense que c'est un truc sur lequel on peut réfléchir 10 ans, parce que on n'a pas vraiment la réponse aujourd'hui, et est-ce qu'on l'aura un jour? Moi Peut-être. moi perso, ma théorie là-dessus, c'est, Pareto. Pareto, c'est la vie. 10-90, ouais, ou 20-80, ou Que 5-95. en fait, quand tu sais pas, tu dis: «OK, comment je peux appliquer Pareto?» et là, d'un coup, ça fait sens et en gros, je pense que tu es pas responsable de 80 de ce que tu penses, mais 20 de ce que tu penses, tu es responsable et c'est probable que ça se et en fait, il faut que tu arrives à, mmh, à faire en sorte que ces 20 dont tu es conscient aient un impact sur les 80 dont tu es inconscient. Exactement, voilà, Tu vois? c'est-à-dire, toujours, c'est exactement, ben, t'as bien résumé le truc, en fait, t'as parfaitement résumé le truc, c'est de se dire, bon, bah, le fleuve, il va comme ça, au lieu d'essayer d'aller comme ça,
Ça, c'est mon fleuve de l'inconscient. Bah écoute, là, j'ai une décision, je peux aller plus par là ou plus par là. Bon, bah, je vais essayer d'aller plus par là, tu vois. Et Ouais. puis le fleuve, il va avancer de toute façon. Donc, Ouais, moi, je pense comme ça et bah, empiriquement, en constatant mon expérience, c'est clair que ta décision que tu prends consciemment qui peuvent être un peu dures, mais qui ont un impact sur l'inconscient par la suite et qui changent vraiment beaucoup de choses. ouais, et bah oui, c'est impacter son inconscient consciemment. La grande question aussi. J'avais vu une vidéo super intéressante. Ah, je sais plus ce que c'est. D'un mec, il est champion du monde de programmation. En fait, tu as des concours où ils te donnent des problèmes. Bon, je bite absolument rien à ce qu'ils font, ces mecs-là. Et en fait, il faut que tu fasses un code pour résoudre le truc. Et en gros, c'est des tronches, quoi. Mais c'est des gars. Et il explique, le gars, c'est que ce qu'il fait, lui, c'est qu'il a réussi. Moi, j'ai pas tout compris. C'est qu'en fait, il faut que tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que résoudre ce problème-là, c'est vital. Et vu que c'est vital, en fait, ton inconscient travaille à ta place et amène à ton conscient des solutions. Bah, ce qui serait super sur ce sujet-là, en fait, c'est que tu invites genre un neurobiologiste ou un mec de l'hypnose, tu vois, un gars vraiment qui est bon là-dedans, dans la question de la conscience et de l'inconscience. Parce que je pense que ça pourrait être super intéressant pour l'IA, tu vois. Mmh. De justement avoir un gars qui vraiment comprend les mécanismes de la conscience et de l'inconscience. Si t'arrives à dégoter un gars comme ça, ou même plusieurs, ça pourrait être un super sujet, je pense. Ouais. Moi, en tout cas, j'écouterais. OK. Eh ben, écoute, ouais. Ouais, ouais, ça peut être intéressant. Parce que ouais, là, moi, je suis juste un coach sportif random. Hein. J'essaie de poser un peu d'évoquer des sujets, des questions des peu de connaissances que j'ai. Mais un mec vraiment pointu dans le sujet, peut-être qu'il apporterait des réponses vraiment intéressantes. Ouais. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là où je suis content d'aborder ces sujets-là avec toi, c'est que, tu vois, genre, on reste des personnes où c'est pas notre sujet, tu vois. Hmm. Et de peut-être que les gens qui vont nous écouter vont se dire ah ok, bah je pense à peu près comme ça. Ah mais attends, il a dit ça, mais du coup ça fait évoluer ma réflexion, tu vois. Et vu qu'on est des personnes, je pense que c'est à peu près normal, tu vois, dans le moule des gens, je pense que ça va plus leur parler que si j'invite un super expert du truc, tu vois. Bah, Parce que le faut super voir. expert du truc, il va tout de suite aller dans le dur et tout, il va falloir se poser, prendre des notes. Toi, typiquement, il y a un podcast que j'aime bien, mais qui est hardcore à écouter, c'est Andrew Huberman. Ouais. Oh là là. 20 Bah, secondes, toi, 20 secondes de podcast, faut que tu fasses une pause pour prendre des notes parce que t'as trop dingueries, tu vois. C'est incroyable, son podcast, le nombre d'informations à la minute, c'est absolument affolant. bah, après, en fait, le truc, c'est aussi, effectivement, Huberman, lui, c'est vraiment, il est sur ceci, la question, c'est la question que tu dois te poser, c'est à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses au mec random? Est-ce que tu t'adresses à des gens qui s'adressent à l'IA, machin, etc. Mais en soi, tu peux le faire. Faut juste prendre un expert qui sache vraiment vulgariser le Ouais. truc. Pas un mec expert. Faut un mec expert un peu marketeur, tu vois, qui sache vulgariser le truc. Genre, qui sache t'expliquer simplement son domaine très très complexe. Parce Ouais. que ouais, pareil, si tu prends un mec sur la physique quantique, le scientifique random physique quantique, le mec, tu vas rien habiter à ce qu'il raconte. Mais un gars qui sait expliquer, genre Étienne Klein, qui sait expliquer la physique quantique, même moi qui ai aucune compétence en physique quantique, tout de suite, je comprends des trucs. Tu vois, je me dis, ah ok, c'est smart, tu vois. Ah ouais, Étienne Klein, incroyable. J'ai vu une vidéo, bah justement, bon, la vidéo, elle m'a un peu agacé là, parce que le mec qui était dessus là, il me foutait un peu les boules. C'est une vidéo de Click qui parle de ChatGPT là, la dernière. Et il y Mm. a Étienne Klein, et en gros, il explique le changement de paradigme mathématique qui a permis GPT-4, tu vois. Ouais. Et en gros, tu dis bon bah Étienne Klein, vous qui avez, je sais pas, il a la médaille de Fields ou enfin genre, enfin tronche absolue. Gros cerveau, le bonhomme. Et là, il t'explique le truc en 3 mots et tu dis ah ok, ça fonctionne comme ça, tu vois. Et alors qu'en fait, c'est un concept mathématique, ça a l'air velu comme histoire, tu vois. Et il te l'explique en deux petites phrases et tu dis ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et c'est vrai que t'as des mecs comme ça, ils sont impressionnants. Après, la question, c'est est-ce que ouais, les gars qui sont vraiment très 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 pointus sur un sujet sont capables de vulgariser.
Bah, faut voir. Il y en a, hein. Il y en a, mais faut trouver le bon, quoi. Surtout sur des sujets comme ça, tu vois, où finalement, tu vois, par exemple, moi, le sujet de la conscience, j'ai un peu de mal parce que j'arrive pas à voir les fondements, tu vois. Genre, c'est quoi les grands principes de la réflexion sur la conscience, tu vois, parce que moi, naturellement, j'aurais tendance à être plutôt, tu sais, un peu du style nihiliste et, comment on dit, pas, relativiste. Toi, Mmh. rien n'a vraiment de sens au final, parce que si tu déconstruis tout, rien n'a de sens au final. Tu vois, genre, Mmh. on sait pas, tu vois, t'as pas de raison de vivre à part ton instinct. Bon, l'instinct, qu'est-ce que c'est à part un truc chimique? Bon, bah voilà, après ça, tu vois, qu'est-ce qui reste? Il reste que dalle, tu vois. Mais je trouve que Bah, ce qui est faut bien, voir. c'est l'illusion. La décision te revient, on va dire. Ouais. C'est Ouais, la ton décision te revient. décision consciente. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, quand on parlait de conscience et de libre arbitre, moi, j'aime bien quand même être OK sur le fait on a l'illusion d'avoir le libre arbitre et je trouve que c'est bien, tu vois? Est-ce qu'on l'a pas? Je sais pas si c'est la bonne question, c'est est-ce que tu es à l'aise avec le fait que ça puisse être une illusion et que ça n'existe pas? Moi, personnellement, ouais, enfin, franchement, pas trop de problème là-dessus. J'ai l'impression d'être en contrôle, tu vois, d'avoir, une part de contrôle dans ma vie et dans mes choix. Bah, ça, c'est OK. Est-ce Mais que c'est vraiment le cas? Je sais pas. moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je me dirais, tiens, au moins, bon, moi, je suis un mec, j'aime bien savoir. Mmh. J'aime bien, je préfère une vérité ultra décevante qu'un mensonge qui fait plaisir, tu vois. OK. Je préfère qu'on me dise, bah, écoute, gros, t'as aucun libre arbitre et toute ta life, en fait, c'est juste du déterminisme et de toute façon, tu choisiras pas le résultat à la fin de l'histoire. Au moins, c'est posé, tu vois, et au moins, t'es en mode, bon, bah, de toute façon, bon, ce serait terrible philosophiquement, mais d'un truc, t'es en mode, de toute façon, quoi que je fasse, le résultat est déjà déterminé, donc, OSEF, tu vois, au moins je le sais, tu vois. Ou Mmh. alors, au contraire, on dit, bah, t'as une décision, t'as quand même un pouvoir de décision certain, et si t'as une vie de merde, c'est de ta faute. Ok, bon, bah, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle, en fait. Dans les deux cas, soit il y a plus de pression, et t'es en mode, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai pas le choix, donc, bah, enjoy le moment, tu vois. Ou alors, j'ai un choix et je peux changer ma vie, bah fais des choix comme il faut, quoi. Et du coup, on va prendre un choix comme ça. J'ai réussi à trouver peut-être un pont pour revenir dans le sujet de base. Si tu as le choix de choisir entre, un coach avec l'IA et un coach sans l'IA, tu vois? Quels En sont tant les que avantages d'avoir pratiquant, comment? en tant que pratiquant, Ouais, tu choisis un coach avec l'IA ou sans l'IA? La question à ça, c'est: est-ce que quelqu'un qui n'utilise pas l'IA pourra trouver un edge, donc un avantage, à quelqu'un qui utilise l'IA? Surtout sur un domaine comme le sport où finalement, ça reste un truc assez scientifique, là où dans l'art, tu peux trouver, des histoires, de goût et tu vois? ouais, je vois. Bah, ça dépend à qui tu t'adresses. Parce qu'il y aura sûrement une part de marché où justement le marketing ce sera le coach sans IA, le seul coach sans IA pour les gens qui n'aiment pas l'IA et qui sont fondamentalement contre, tu vois. OK. Il y aura toujours des gens, par exemple, qui pensent que la Terre est plate, il y aura toujours des gens qui sont contre l'IA. Donc, il y aura toujours un connard pour avoir un marché où il se dira, bah ouais, ben moi je suis le coach sans IA, déteste l'IA, vous aussi. Genre, gros, Madaron, je prends l'exemple de Madaron. Déjà, lui faire prendre un coach sportif, ce serait une étape en soi. Ben alors, lui faire prendre un coach sportif qui en plus lui demande d'utiliser des outils de l'IA ou qu'il lui avoue qu'il utilise des outils de l'IA, ben, il y a un changement de paradigme, tu vois, on passe de 0 à 100, quoi. Ah ouais, tu trouves qu'il y a vraiment un changement entre, un coach qui utilise l'IA et un coach qui utilise pas l'IA? Ben, en fait, c'est le truc, c'est de se dire, dans la mentalité des gens, pas forcément dans le résultat ou quoi, mais dans la mentalité des gens, se dire mentalement, je vais payer un mec pour que 95% de son taf se soit fait par l'IA, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal à l'accepter, hein. Déjà, quand je vois des gens, tu sais, par exemple, ne serait-ce que bah, les gens plus âgés, même si ça va de mieux en mieux, mais qui ont du mal avec les smartphones, les trucs comme ça et tout, gros, des gars à qui tu dis, bah écoute, moi je vais te coacher, je vais juste faire 5% du taf, je serai là pour être le mec sympa, et le reste, bah tu rentres tes données dans l'IA et elle va tout me dire ce que je dois te faire faire. Il y en a chez qui la pilule va pas passer. Donc il y aura sûrement toujours la même chose, un marché de le coach sans IA ou quoi. Maintenant, si je devais répondre honnêtement, je suis pas devin, je suis pas un expert en IA ou quoi que ce soit. Je pense que comme tous les métiers, le métier de coach devra s'adapter et utiliser l'IA à un moment donné ou un autre. Tu vois.
Donc je dirais coach avec IA, si on part du principe que la personne est d'accord avec le fait que le coach utilise l'IA. Si elle est fondamentalement contre, elle ira acheter ailleurs. Mais C'est quoi ta vision du marché à court, moyen, long terme? ouais, alors là, ça demanderait quand même. Je vais toujours la même chose. Hein, je mets mon grain de sel. Sûrement que je dis 50% de conneries, mais je vais mettre mon grain de sel, on va dire. Tranquille. Parce Mais que là, c'est vraiment, ça pourrait être un expert du marché, analyse du marché, tout pour répondre à ça, tu vois. Mais j'aime bien jouer le jeu, donc je vais donner mon avis personnel et très très faillible. mais c'est ça qu'on veut. Voilà, Mais c'est ça qui est intéressant aussi. voilà. Je dirais court terme. Va y avoir de plus en plus, tu sais, création de programmes par l'IA, trucs comme ça par l'IA, etc. Moyen terme, je dirais de plus en plus, en fait, va y avoir un extra premium avec beaucoup, beaucoup d'humains, coach en physique, très émotionnel, très humain, et une grande partie coach pas cher, IA, avatar virtuel, programme fait par l'IA, analyse en vidéo par l'IA et tout. Un gros paradigme comme ça, tu vois. Genre, un coach ultra premium, un peu, en fait, il devient rustique, tu sais, un peu comme le vieil artisanat, tu vois. Genre, il y a encore des mecs, tu sais, qui font de l'ébénisterie avec des vieux ciseaux et tout, qui utilisent aucune machine, tu vois. Ce sera un petit peu un truc premium avec quelques gars qui seront dedans. Ben là, ce sera pareil, c'est les méga riches qui voudront un coach premium humain, en physique, probablement, qui se déplacera, genre le mec qui fait Paris-Dubaï, tu vois, pour aller le coacher. Et de le reste, la plupart des gens auront de l'IA intégrée et tout. Et à long terme, je dirais tout simplement, hein, comme toujours, un remplacement plus ou moins important, plus ou moins progressif, avec des avatars virtuels, des coachs virtuels, etc., qui administrent tout seul. Encore une fois, c'est que mon avis personnel et j'ai probablement à minima 50% tort dans ce que je dis, mais c'est mon avis personnel. J'ai beaucoup de mal, moi, avec cette, c'est un peu la je crois la théorie, ouais, que Oussama Ammar il avait, c'est que on va avoir un gros retour en force de l'artisanat. Franchement, j'ai beaucoup de mal, moi, avec cette idée. Bah, en fait, ça dépend. Parce que c'est comme je t'ai dit, valoriser l'expérience humaine, comme pour les sportifs, l'artisanat aussi, il y aura, les gens achèteront ce sentiment de se dire, putain, c'est un mec qui a passé 150 heures à faire ce truc, tu vois. Genre la cheminée en pierre, tu vois, parce que j'étais tailleur de pierre avant. Il y a aussi ce petit truc de se dire, ouais, c'est la patte les en fait, les gens finissent par aimer les défauts de l'artisan, tu vois. Tu sens la Il y a la sueur. Voilà, tu sais, tu dis, en fait, c'est plus gratifiant de se dire, c'est pour ça que les gens achètent de la vieille pierre en général parce qu'elle a vécu plutôt que de la pierre neuve sortie d'industrie créée par des débiteuses laser et tout. C'est qu'en fait, il y a un marché de la vieille pierre parce que les gens se disent, cette pierre, elle a vécu, c'était une pierre d'église qui a été taillée par des tailleurs de pierre. Un autre tailleur de pierre l'a reprise, il l'a retaillée. Il y a un petit côté rustique, un petit côté traditionnel, tu vois, qui plaît beaucoup. Est-ce qu'il y aura un retour en force? Je sais pas. Je suis pas assez expert dans le domaine ou quoi. Mais pour avoir été tailleur de pierre dans le bâtiment, il y a un petit goût comme ça, donc c'est pas impossible. Je dis pas qu'il a raison quoi, mais c'est pas impossible qu'il y ait un retour là-dessus. OK, intéressant. Jusqu'à combien de temps? Pendant combien de temps? Pareil, aucune idée. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, toi, tu penses, donc en tant que coach et même en général, ce qui va primer, il va y avoir un premium sur l'expérience, en fait. Donc vraiment sur l'expérience humaine, heu, Ouais, au sens le plus pur du terme, quoi. ouais, je pense qu'il y aura, je pense, hein, je pense qu'il y aura, voilà, en tout cas pendant un certain temps, vraiment un côté, tu sais, tu sais, on arrive comme toujours, je sais plus qui disait ça, mais on arrive dans un monde des extrêmes, ultra pauvre, ultra riche, ultra premium, ultra cheap, tu vois, etc. Et pareil, pas de classe moyenne, classe pop et classe riche, bref. Pareil, pendant un certain temps en tout cas, ultra humain, ultra émotionnel, ultra relationnel, ultra technologique, ultra IA, ultra automatisé. Jusqu'à quand? Est-ce que dans 2 ans, si ça se trouve, tout le monde est remplacé? Est-ce que c'est dans 10 ans, dans un siècle? J'en sais rien. C'est Tougan qui dit ça. Justement, ouais, il y a une partie de la réflexion de Tougan, justement, qui dit effectivement ultra émotionnel, ultra automatisé. Je pense pas qu'il ait tort parce que c'est déjà en train d'arriver, en fait. Et Je te dis, après, j'ai un vrai souci avec cette histoire d'émotionnel, par rapport à en fait, je te dis, les émotions et tout, on est déjà pris par les IA, en fait, avec, ouais. TikTok. TikTok, c'est
c'est une IA qui te met des vidéos devant la tronche et qui fait que tu scrolles pendant 4 heures, tu vois? Ouais, oui, effectivement, C'est mais délirant au niveau de l'opti quand même, tu vois? Et après la question c'est comme en musique. Tu vois, j'ai fait de la musique et ça me fait penser justement à peut-être à une réponse, à une idée de réponse à ça va être quoi le sens de la vie, hem, après Oula. qu'on ait plus besoin de travailler. Je vais t'expliquer. Hem, Toi, tu as la musique populaire, Ouais. ce qui passe à la radio et même musique populaire, on peut englober tout ce qui est rock, Mmh. rap, électro, des fois un peu délire et tout. Pour moi, ça reste quand même de la musique, qui est assez populaire dans la mesure où c'est sensiblement le même socle, tu vois? La même structure, tu vois? Mmh. Tu as quand même, beaucoup de par exemple, si tu regardes l'électro et le métal, la différence typiquement, c'est le son, tu vois? Mmh. Mais, si tu prends par exemple un riff de métal, si tu réarranges le son et que tu utilises d'autres sons, tu peux le faire sonner, presque, comme de la house, tu vois? Ouais. Bon, je délire peut-être un peu, mais tu comprends bien, Ouais, je vois le point que tu c'est veux le même émettre. socle. Là où quand tu deviens un peu aguerri sur ton écoute et ton appréciation, tu vas aller chercher des nouvelles couleurs, tu vois? Mmh. Et tu vas aller essayer d'écouter des nouvelles choses qui ne te plaisent pas au début, mais qui te plaisent par la suite parce qu'elles te font ressentir des nouvelles choses, tu vois? Et je me suis perdu dans ma réflexion Ah. et en fait, l'idée c'était, par rapport, du coup, à un monde post-AGI et oui, voilà, donc par rapport à l'expérience et à l'IA, c'est que l'IA, ça va être le contenu un peu, de masse, mais si tu arrives à t'extraire de ce truc-là, tu peux aller goûter des saveurs qui sont différentes et auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès. C'est un peu parallèle de, tu sais, la caverne de Socrate, tu vois? Genre, tu as tout ce que tu vois, tout ce que tu manges comme tout le monde, machin, mais si tu essayes, tu vois, de t'extraire de ce truc-là, tu vas découvrir un nouveau monde. Ouais, peut-être après ouais, dans l'idée, mais en fait, vraiment la question, c'est, par rapport et on va peut-être finir là-dessus parce qu'après il va falloir que je bouge malheureusement, Ça si ça roule. te dérange pas? Non, Si pas on avait fini, parce que ça fait bientôt 2 heures qu'on est là, mais ouais. La vraie question, c'est toujours la même chose, c'est les gens s'attachent, par exemple, à un personnage qui n'existe pas dans un dessin animé ou quoi, tu vois? Jusqu'à quel point ce truc-là est transposable avec des avatars virtuels et l'IA et tout? C'est-à-dire jusqu'à quel point on peut déshumaniser la relation et enlever l'humain de l'équation, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si littéralement les gens peuvent s'attacher à une IA avec un truc virtuel qui simule un humain autant qu'un humain normal, bah ça veut dire que le côté émotionnel de l'humain, il y en a plus besoin, tu vois, entre guillemets. Ou alors, comme je t'ai dit, ce sera toujours une petite case de résistants qui veulent pas de l'IA par idéologie ou quoi, et qui justement préfèrent l'être humain, être humain, tu vois. Genre retour à la nature presque, au physique, on se rencontrait physiquement en vrai avec des vrais humains et pas l'IA parce que idéologie. Tu vois. Mais ouais, est-ce que ça finira par remplacer aussi ça? Probablement. Donc moi je pense qu'il y aura toujours un marché entre guillemets des mecs anti-IA, vraiment pro-humains. Tu vois, ça risque de se développer même plus. Des mecs pro-humains à qui ça fait peur, tout simplement, tu vois. Ouais. À qui ça fait peur. Des mecs qui ont peur de ça, de l'IA, de se dire, ah, c'est trop, ça, trop loin, je comprends plus. Tu sais, des trucs cons, mais l'être humain a peur de ce qu'il comprend pas. Des gens qui seront pas dans le domaine de l'IA, ils disent, oh là, j'ai peur, je veux pas, c'est trop bizarre, j'ai pas envie de parler à un être virtuel, machin, etc. Moi, je veux un vrai humain, tu vois. Moi, je veux un vrai humain. Il y aura toujours une petite case de minorité comme ça, donc il y aura toujours des gens pour vendre à ces gens-là. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura pas beaucoup de monde, tu vois, qui le fera. Probablement. Donc, il faudra soit essayer de se caser dans cette petite minorité, voilà, le coach sans IA, le coach physique sans IA, sans outils, machin, etc., à l'ancienne, ou alors, il faudra s'adapter. OK. Eh ben, écoute, on Ouais. va finir là-dessus. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi ton LinkedIn. adresse? Alors, c'est le 111 rue. Je vous attends. LinkedIn. LinkedIn principalement. Je postais du contenu, il faut que j'en reposte. Faut que je m'y remette.
plus sérieusement. Mais avec le taf, c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin bref, la même chose. On a toujours le temps, faut juste trouver le temps et être discipliné. Pas d'excuse, faut dormir 3 heures par nuit. Voilà, c'est pas. Dors plus Ouais, vite. voilà. Oui, donc non, LinkedIn principalement, je pose du contenu et puis je propose mes services là-bas. Donc, vous pouvez toujours Yanis Le Forestier, hein, c'est très simple. Vous verrez un mec avec une image jaune et noire actuellement. Le coach muscu de LinkedIn, voilà. Ok, ça roule, parfait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un like si on est sur YouTube et 5 étoiles sur le podcast sur les plateformes de votre choix. Je vous remercie, passez une bonne journée, à plus. À plus. Oh, putain, j'ai mal aux yeux. Ah bon? Oh, j'ai ma ring light là, il est en train de m'aveugler. Ah, Bon, on a presque moi, pas j'ai la parlé vis de qui sport, a mais c'était explosé, super là. intéressant. Hein. Bah ouais, c'est cool, c'est cool. Moi, je kiffe bien les discussions comme ça. Et tu sais que franchement, quand je vois les podcasts genre de Yomi et tout,